On y va. J'ai mis au tableau tout ça. Il fallait recopier ou pas l'équation, c'est pas grave, je l'ai recopié. C'est une synthèse. Bon. Alors, vous avez un cycle ici, c'est un acide. Il y a marqué son nom, acide 4-aminobenzoïque. Il dit dans l'énoncé, c'est souvent le cas dans les sujets, hein, c'est compliqué à dessiner. Donc, on vous dit, on assimile ça à AH. AH, c'est l'acide. Il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que le A, c'est toute la molécule. D'accord? Et le H, c'est lui. Parce que vous savez qu'un acide, après Bronsted, va libérer son proton. Le H+, qu'il a en fait. Okay, ceci est l'éthanol. Alors, il le marque, hein, je ne l'ai pas écrit, mais il le marque. Voilà. Et on forme la benzocaïne. C'est une synthèse. On pourrait faire en TP, hein, il n'y aurait pas de souci. Et de l'eau. La benzocaïne, ici, c'est le produit de synthèse. C'est lui qu'on veut former. Okay, j'ai remis ici, anecdotiquement, là, les quantités introduites. Un ballon. Alors, on fait ça à froid au début, après on chauffe à reflux. Le reflux, vous savez, c'est avec le ballon, là, avec le réfrigérant à boule. Dedans, on met l'acide, c'est bon, 1,3 g. On met l'éthanol, 17 ml 5, voilà, et on met de l'acide sulfurique. On fait un chauffage à reflux et vous avez la synthèse de votre benzocaïne. Ok? Bien, voilà, très bien. On vous dit, en première question, les questions courantes, hein, c'était aussi dans le sujet d'origine, recopier les formules de HA et E, c'est fait. Et entourer, nommer les groupes fonctionnels. Vous faites ça sur votre feuille. Hein. Vous en pensez quoi des groupes fonctionnels là? Ils veulent pour HA et pour E. Vous reconnaissez quoi là? Alors, il y a le groupe amine. Et là? Bien. Attention à la question, hein. Ils disent entourer, ça c'est bon, nommer, ok, quoi? Les groupes fonctionnels, ils n'ont pas dit les fonctions. Hein. Donc pour moi, c'est groupe fonctionnel. Donc amine, de toute façon, c'est amine tout le temps. Et là, c'est groupe carboxyle. Il ne faudrait pas dire acide. C'est bon? Bien. Ils veulent pareil pour eux. Alors pour eux, il y a encore amine. Visiblement, si on rejoint un peu le cours, cette fonction-là a été protégée. Vous voyez? La fonction amine n'a pas du tout bougé. Il y a une protection sûrement. En revanche, vous voyez, ça se passe là-haut. On a un changement de groupe fonctionnel. Bien. Et là, vous reconnaissez tous, évidemment, l'ester. Faites attention à la nomenclature, ça va vous tomber dessus hein, si vous ne la savez pas. Ça, c'est un groupe ester, c'est immédiat. Il l'appelle E, ça aurait dû vous mettre sur la voie. Ah oui, E, ester. D'accord? Ça, c'est un ester. Voilà, la synthèse d'un ester. Un ester cyclique, là, vous avez le cycle aromatique. Bien, question suivante. On vous dit, recopiez l'équation ci-dessous que j'ai refait. Hein. Faites gaffe, je vais effacer très vite là. Représenté par des flèches courbes, vous savez ce que vous n'aimez pas trop là, le mouvement des doublés d'électrons. Alors, dans le sujet d'origine, ils avaient mis plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes, hein, nitration, réduction. Hein. Ils ont gardé qu'une seule étape dans cet exercice. Mais si vous regardez les sujets d'origine, il y en a plusieurs. Ils vous demandent le mouvement des flèches. Alors là, vous avez quoi? Bah, vous avez votre ester là. Pardon, j'ai fait une faute là. Personne n'a relevé la faute? Pas. Voilà. Vous avez votre acide, d'accord, l'éthanol, et apparemment il y a un mouvement de flèche entre les deux. Comment on se débrouille avec ça? Vous regardez toujours le produit qui se forme. Vous regardez ça d'abord. Vous dites voilà, comment a-t-on obtenu ça avec les deux autres là? Qu'est-ce qu'on regarde? La fonction amine protégée, rien. Rien, d'accord. Cette chose a dû se greffer visiblement sur ma molécule. Je regarde. Ben là non, mais apparemment il y a eu un mouvement parce que c'est pas tout à fait pareil, vous voyez. Bien. Le OH, il ne s'est rien passé. Et là, vous voyez, il y a ça en plus. D'accord? Ah bah d'accord. Ça veut dire que cette chose là, cette molécule, d'une façon, a réussi à se greffer sur le carbone, parce qu'elle apparaît ici. Que fait-on? On cherche un donneur, un accepteur, toujours. Vous regardez cette molécule, visiblement elle s'est fixée là. Là, c'est un carbone. Hein. Vous voyez mon carbone là, il est entouré par quoi? Par un cycle, bon, et surtout par deux oxygènes électroattracteurs. D'accord? Donc en fait, lui il est delta moins, lui il est delta moins. D'accord? Il fragilise énormément mon carbone qui est là. Le carbone il est là. Lui il est delta plus. Ça va, ça vous remet en mémoire? Là on est sûr d'avoir un site accepteur. Lui là, déficient électroniquement parlant, hein, accepteur. Donc admettons, accepteur. Voilà. Pourquoi j'ai regardé ici? Parce que j'ai compris qu'il se passait quelque chose là. Hein, d'accord? Là il faut qu'il y ait un donneur. Le donneur est évident, c'est lui.
une chaîne carbonée, hein, il n'y a pas de liaison polarisée, hein, CH, CH. Bon. Là, il est électroattracteur. Hop, c'est un donneur, ces trucs-là. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme d'habitude, on prend un non-liant. Voyez. Pourquoi je prends lui? Parce que j'ai compris que là, il y avait une liaison qui se créait. Vous la voyez, la liaison là, O avec le carbone. Comment on la formalise? Eh bien, on prend un non-liant qui va aller sur le carbone, il va devenir liant. Alors, une flèche courbe. Faites attention à bien viser hein, le carbone, hein, pas autre chose. Hein, le carbone. Qu'est-ce qui se passe selon vous après? On l'a vu plein de fois. Hein. Eh oui, mon carbone, ça va plus. Il était tétravalent normal, il devient pentavalent à cause de ça. Là. Pentavalent, ça ne lui va pas. Ça crée une instabilité, un excès d'électrons. Il va en enlever un. Eh bien, il fait ça. Ça vous va? Le doublé, là, liant, il va devenir, enfin les doublés, la double liaison, hop, ça va se transformer en une simple liaison. Mon oxygène va capter un doublé non liant de plus, il va devenir moins. Donc ce mouvement que je viens de faire, là, ça devient ce doublé non liant, là, vous le voyez? Voilà. C'était ça le mouvement de flèche, ça vous va? On a fait plus dur, hein. Et là, il redevient tétravalent, il se stabilise. Une remarque, mon O qui est là, le O qui est là, vous voyez, il était très stable. Il avait ses 6 électrons de valence, tout va bien, d'accord. Il a dû échanger cette liaison, vous la voyez la liaison, du coup. Mon O qui est là, vous le voyez, hein, très stable, règle de l'octet satisfaite. Morgane. Ici, il a dû donner son liant là. Que se passe-t-il? Vous êtes ou pas là? Vous comptez combien d'électrons autour de lui? Maintenant, électrons de valence. On regarde, 1, 2, 3, 4, 5, mince, il en a perdu un. Comme il en a perdu un, il devient plus. Faites gaffe, c'est pas obligé on n'est pas obligé de vous le donner ça. Il est plus. Ah, regardons, ah oui, il est plus. Ça vous va? Parallèlement, lui qui a capté un de trop, là, il devient moins. Pas de souci, pour le mouvement flèche, c'est bon. Je vais être obligé d'effacer. Hein. Alors, ensuite, on vous dit... Recopier, c'est fait. Mouvement flèche, c'est fait. En mouvement, la réaction est-elle sélective, justifiée? Ça rejoint le chapitre qu'on a fait. Hein. Est-elle sélective ou pas? Alors en fait, sélectif, c'est quand on peut former un produit vraiment voulu. Quand c'est pas sélectif, ça peut attaquer à d'autres endroits. Vous voyez, on pourrait former 2 produits. C'est pas sélectif. Là, en l'occurrence, ça l'est évidemment. Alors, on a dû protéger la fonction amine. Et on est forcé d'attaquer sur le carbone. Et on ne forme qu'un seul produit. D'accord? Et pas 2, et pas 3. Donc c'est sélectif. Ça va pour la prise de notes? Par protection d'une fonction, notamment l'amine, on va former un seul produit. Donc la réaction est sélective. On ne forme qu'un seul produit. Okay? Si on a formé 2 équivalents, je ne sais pas, un mélange racémique par exemple, eh bien ce ne serait pas sélectif. C'est bon? Question suivante. Deuxièmement, je vais être obligé d'effacer. Ça va pour tout ça là? Je vais garder à gauche. C'est bon là? Ah si. De toute façon, c'est dans la boîte. Allez. Ça va aller vite pour la question 2, c'est des questions courantes. Vous y êtes? On vous dit. Quel rôle les ions oxonium apportés par l'acide sulfurique peuvent-ils jouer? Alors l'acide sulfurique, je l'ai mis, hein, d'accord. On rencontre peu, lui, dans les acides bases hein, cette année, mais c'est un diacide. Il est capable de libérer 2 protons, lui. D'accord, lui, là. Mais pour simplifier, là, quand on l'introduit, lui, ça introduit des oxoniums, H3O+. Voilà, dans le mélange réactionnel. Et on vous dit, évidemment, quel rôle jouent les ions oxonium? Il y a un mot à me dire. Voilà, catalyseur, c'est bon. Donc les ions oxonium jouent le rôle de catalyseur chimique. Ça va? Donc on acidifie le milieu, on catalyse le milieu, d'accord? C'est un facteur cinétique, hein, cet apport-là. Mais c'est un catalyseur chimique. Voilà. Quel est l'intérêt du chauffage à reflux? Je vous rappelle, le chauffage à reflux, un ballon, chauffe-ballon, montage classique. Au-dessus, on cale un réfrigérant à boule, d'accord? On fait circuler l'eau. On l'a fait d'ailleurs samedi dernier. On appelle ça un chauffage à reflux. Il y a plusieurs intérêts. Vous voyez lequel, vous, de prime abord?
Accélérer. Alors pourquoi ça accélère la réaction, ça? Chauffage à reflux. Il y a l'histoire de la température. Hein. Bon, déjà, température élevée. Ça, c'est un facteur cinétique. N'oubliez pas, c'est un mot valise, entre guillemets, la facteur cinétique, oui, la température, donc ça va accélérer la réaction. Donc on peut faire un montage à pression ambiante hein, et à température élevée autour de 100 degrés. C'est ça l'intérêt du chauffage à reflux. Autre cas, bah justement, vous avez un reflux. J'écris comme ça. Hein. Alors c'est quelque chose que vous connaissez. Vous avez évaporation des produits et des réactifs, d'accord? Condensation dans le réfrigérant, ça retombe, au goutte à goutte, tac, tac. Ça continue. Vous avez un cycle fermé comme ça. Évaporation, condensation des vapeurs. Dans les vapeurs, hein, il faut comprendre tout. Hein. Il y a des réactifs, il y a des produits, tout est mélangé là-dedans. Mais vous ne perdez rien. C'est ça l'intérêt. Donc, pas de perte, ou peu. Ça va? Pas de perte de réactifs, pas de perte de produits. Voilà, c'est le but de la synthèse. Ça vous va? Ça, c'est les petites questions courantes de montage. Hein, voilà. On y va. Question 3. Vous y êtes, vous y êtes? Alors, il y a quand même un acide dans mon ballon. Hein. Il y a marqué AH. C'est un acide faible. Je rappelle que quand il y a la fonction carboxyle, là, vous êtes en phase d'un acide faible. Vous me direz quand ça recoince. Hein. En axe en pH, vous vous rappelez de tout ça? Bien. On doit inclure le pK, c'est la frontière. Il est de 4,9, c'est ça, 4,9. Bien, ça c'est la frontière. pH, le pK, c'est la frontière. Et on doit placer le couple. Ça vous va? Je ne peux pas aller moins vite. Hein. Là, c'est le domaine de l'acide faible. Là, c'est le domaine de sa base conjuguée. D'accord? Benzoate, hein, l'amino-benzoate. Bon, très bien. Voilà. Quelle espèce prédomine dans le bécher après ajout de la solution de carbonate de sodium? Une fois qu'il y a eu synthèse, là, on a mis dans un bécher, on a filtré, tout ça, on a fait précipiter, et on a calé le pH à 9, c'est écrit dans l'énoncé. D'accord? Donc on a calé le pH à 9. Et on vous dit quelle est l'espèce prédominante dans ce bécher. Comment on fait? Ben, comme toujours, on met pH 9. On a récupéré hein, le résultat de ma synthèse dans un bécher, on a fixé le pH à 9, d'accord, avec un produit basique par exemple, et on vous demande quelle espèce prédominante selon vous, c'est qui? C'est A-. Pourquoi? Parce qu'à pH 9, je suis dans le domaine d'existence de la base. Donc l'espèce prédominante, c'est A-. Ça va? La base conjuguée de mon acide amino-benzoïque. C'est bon? C'est bon? Si on vous demandait un peu plus, là, ça veut dire quoi pour ceux qui suivent, hein, l'urine? Oui, ça sera coupé au montage, ça. Alors. Et si vous demandez... Oh, le regard, j'ai mal. Si vous demandez d'interpréter un petit peu mieux, ça veut dire qu'à la fin de ma réaction, l'espèce prédominante, c'est L, vous êtes d'accord? Ça veut dire que AH, il y en a quasiment plus. Ça veut dire sûrement que la réaction a bien évolué. C'est-à-dire que lui, il n'y en a quasiment plus. D'accord? On pourrait l'interpréter comme ça. Bon. Mais là, il ne vous en parle pas. Question suivante. Je vais essayer de traduire. Je peux effacer? Je vais garder que ça. Là. Vous y êtes pour la suite? On vous dit, en déduire dans quelle phase se trouve cette espèce dans l'ampoule à décanter. Je vais essayer de traduire l'énoncé. Vous y êtes ou pas? Ils disent on a fait précipiter tout ça et on a récupéré un produit assez huileux, d'accord?
ils ont introduit ça dans une ampoule à décanter. Ça va? Ça ressemble à ça? Bien. Et on a introduit un solvant. Dans l'énoncé, il ne le marque pas qui c'est le solvant, mais dans le vrai énoncé, il le marque, c'est de l'éther. Donc on a mis de l'éther. Voilà. Avec le produit de ma synthèse. Vous y êtes? Vous y êtes? Bien. On vous dit, que se présente-t-il dans les différentes phases? Parce qu'il va y avoir 2 phases. Bien. Si vous regardez le petit tableau en bas, là, vous voyez, on est en phase aqueuse, donc il y a sûrement de l'eau, voilà. On a mis de l'éther, et c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué, pas cette année entre autres, mais les années précédentes. On veut séparer ce que l'on veut obtenir de notre synthèse de tout le reste, les solutions aqueuses et compagnie. D'accord? Donc on va probablement se retrouver avec de l'eau ici. D'accord? Et on a utilisé un solvant extracteur, l'éther. D'après le tableau, là, est-ce que l'éther est soluble dans l'eau? Oui, non? Vous en pensez quoi? A priori? Personne n'a une petite idée? Bien. Eh bien, ces 2 espèces chimiques vont être non miscibles. Ça tombe bien. J'ai une question. Est-ce que la benzocaïne qu'on veut récupérer, Morgane, est-ce que la benzocaïne qu'on veut récupérer est soluble dans l'eau? Vous lisez quoi dans le texte? Dans le texte, c'est marqué eau, benzocaïne très faible. Ah, la benzocaïne qu'on veut récupérer, par chance, est très peu soluble dans l'eau. Donc, elle va se situer où, la benzocaïne? Forcément, dans l'éther. Évidemment, on veut la récupérer. Hein. Voilà. Bien. Vous avez remarqué, il y a aussi un peu d'éthanol depuis le début, là. L'éthanol est peut-être en excès, d'accord? Et il va se situer où, l'éthanol? Est-ce que l'éthanol est miscible à l'eau ou pas? Vous regardez le petit tableau, éthanol, eau très grande, dans l'éther aussi un petit peu, hein. Mais bon, il y aura essentiellement l'éthanol là-dedans. Ça vous va? On justifie ça avec le tableau. Hein. Dans le tableau, vous avez les solubilités à 25 degrés. Voilà. Bon. On imagine qu'on fait l'extraction à 25 degrés. Hein. Voilà. Faire le schéma annoté de l'ampoule, c'est ça. Ça vous va? La benzocaïne qu'on extrait grâce au solvant extracteur l'éther, et après on la fera évaporer, un évaporateur. On fera évaporer le solvant et on va récupérer la benzocaïne. Et on va évacuer préalablement le mélange aqueux. Il y a des noms à ces phases-là. Hein. Si on vous demandait éventuellement, ça c'est la phase aqueuse, ça c'est la phase organique. Ok? Ok? Ok. Ça vous va? Ça vous va? Dernière remarque, comment je sais que l'éther est au-dessus de l'eau? Ben, vous regardez la dernière ligne de votre page, il y a marqué masse volumique de l'eau 1 g par centimètre cube, l'éther 0,79. Conclusion, il est moins dense que l'eau. Donc il va surnager l'éther. Ça va? Bien. C'est tout, c'est tout. Hop, je pose une question supplémentaire. Eh oui. Et au passage, j'ai peut-être oublié ça là. Voilà. On a dit l'espèce majoritaire tout à l'heure à pH 9, hein, c'était la base, A-, elle est présente, mais elle va être dissoute en phase aqueuse, hein, ici. Ça va? Je rajoute une question. Il y en a une que j'ai oubliée d'ailleurs. On va le faire. Je peux gommer là? On va réviser ça. On vous demandait dans une question là que j'ai un peu zappé, vous avez le spectre RMN dans votre énoncé. On vous dit vérifiez bien que c'est le spectre de la benzocaïne, au moins en partie. D'accord? Bon, très bien. Benzocaïne, on la dessine. Je vous rappelle qu'en RMN, on présente toutes les liaisons CH. Hein. Enfin, les H, quoi, les protons. C'est la RMN du proton qu'on fait. OK? Et dans le spectre, il y a plusieurs signaux. Alors, moi, j'en vois 5. Bon. Et il faut au moins les associer en partie à la molécule de benzocaïne. Ça vous va? Ça vous va ou pas? Bien. Alors moi, j'ai regardé un petit peu là. Par exemple, vous avez ce signal-là, vous l'avez?
Ce signal-là, ça voit, ça en fait un, hein, d'accord. Il y a 3 H dedans, 3 H équivalents. Ok. Dites-moi, ça va nous faire quoi comme type de signal, ça? D'ailleurs, j'ai oublié un truc. Ils me disent rien. Révisons un peu. Là, vous avez un signal dans la RMN, c'est sûr. 3H. Ça va faire quelle multiplicité selon vous? Doublé, triplé, singulier, quadruplé, sextuplé? Tous en cœur? 1. Triplé. Ces choses, ça fera un triplé. Alors pourquoi donc? Parce qu'il y a 2 voisins. Vous les voyez, les 2 voisins? Ils sont là. Un signal, le deuxième. Bien. Lui, on aura un triplé où il y a 3 H dedans, ça va? Celui-là, la multiplicité, c'est quoi? Facile. Facile. Donc là, on a un quadruplé. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 voisins. Donc quadruplé. Oxygène, rien, 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 rien. Lui, on l'a déjà rencontré, donc on va insister. Là, il y a 2 H sur l'azote. Ça fera quoi comme signal, ça? 2 H équivalent, un seul signal sur l'azote. L'azote, c'est une barrière. Hein. Donc, ça fait un single. Voilà. Vous aurez un singulier avec NH2. Je vous mets déjà un petit peu sur la voie. Dedans, il y a 2 H. Et si vous regardez sur le diagramme RMN qui est donné, ça va être lui. Tout le monde a compris pourquoi? Pourquoi j'ai mis 4 ans? Bon, c'est pas grave. Il n'est pas tout à fait à 4 ans, c'est la voie théorique que j'ai marquée, c'est plutôt 3,7, 3,8. Hein. Vous le voyez, le NH2, ça fait un singulier un peu élargi. Sur votre spectre RMN, là, vous avez une bosse comme ça, là. C'est un singulier pour nous, hein, d'accord? Il y a marqué 2 H, et cet élargissement est dû à la présence de la fonction, et notamment de l'azote qui est là. Donc là, vous avez un singulier qui est là. Le quadruplé, tout le monde l'a repéré. Il est à 4,3 à peu près. Le quadruplé. 4,3 ppm. Ça vous va? Il y a un quadruplé à 4,3, c'est lui. 2 hydrogènes, c'est parfait. Vous avez un triplé là avec 3 H visiblement, à 1,3. Ah bah c'est lui. Vous voyez? Donc c'est déjà pas mal d'avoir identifié au moins ces signaux. Les autres sont moins évidents parce qu'il y a des H équivalents comme ça là. D'accord? Donc c'est un petit peu différent. C'est les 2 derniers signaux que vous voyez. Vous avez vu, il y a 2 H, 2 H. Bah, ce seront ces deux-là. D'accord? Bon, c'est particulier parce qu'ils sont sur un cycle. Bon, à interpréter, dans ce sujet-là, on ne peut pas faire guère mieux. Ça va? Ça va? Je rajoute des questions. Oh, si peu. Je vais l'écrire là-haut. Là, vous avez 3 signaux identifiés formellement. Ça suffit hein, pour identifier la benzocaïne. OK? Bien, on veut le rendement. Je l'explique tout ça. Suivez bien. C'est une question récurrente, il faut maîtriser. On l'appelle comme on veut. Moi, je l'appelle état, la lettre grecque, comme vous voulez. C'est quoi? C'est la quantité expérimentale de mon produit. Alors, en l'occurrence, l'ester, la benzocaïne, d'accord? La quantité, hein, rapportée à la quantité théorique qu'on devrait avoir. Vous voyez la nuance? En gros, ce qu'on a en haut vraiment, ce qu'on devrait avoir en bas, si c'est total. Donc, j'ai marqué max. Autrement dit, si la réaction est totale, on va trouver un nombre de moles. Et là, c'est la quantité expérimentale. Comment on fait? Très simple. Déjà, ça, c'est accessible. La quantité E expérimentale, on fait masse sur masse molaire de E. La benzocaïne. C'est bon? Bon. Masse expérimentale, on l'a, 0,81. On va garder au moins 2 chiffres significatifs.
Et la masse molaire de l'ester vous est donnée, 165,2. Bon, j'ai dû faire le calcul. Ok. Je vous l'écris, hein. On va garder 2 chiffres. Allez. Bon, ça, je pense que ça ne pose pas de problème particulier. Trouver le nombre de moles d'ester formé, masse sur masse molaire. Voilà. Après, il faut trouver la quantité théorique maximum qu'on devrait obtenir. Ok? Alors, je vous fais court, hein. Il y a l'acide, il y a l'éthanol. Voilà, ça va former l'ester. Bon. Et de l'eau. Comment on peut trouver cette quantité maximum formée? Eh bien, on peut regarder, mettons un micro-tableau d'avancement. Nombre de moles d'AH, le nombre de moles d'éthanol. Au début, rien. D'accord? Quand ça réagit, ça vous va le tableau d'avancement, il n'y a rien à dire, hein, voilà. Ça réagit, imaginez, jusqu'à ce que ce soit total. Hein. J'ai marqué théorique max. On imagine que ce soit total. C'est un cas théorique parce que ça ne l'est pas. Hein. Eh bien, il va se former X max d'ester. Ça, c'est la quantité théorique maximum qu'on peut former. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ça vous va? On veut ça. Donc, il vous suffit de trouver X max. Et ça, vous savez tous faire. Bah, X max, soit c'est la quantité d'acide à l'origine, ou alors X max, c'est la quantité d'éthanol à l'origine. Ça va? Bien. Je vais l'écrire là. Hein. J'ai besoin d'un peu de place. 1,30 g. Je fais ça au milieu. Il faut trouver X max. Vous savez faire, vous cherchez le limitant. Hein. Donc X max, soit c'est lui, l'acide. Alors l'acide, comment on fait? Eh bien, on avait 1,30 g. L'acide, on a 1,30 g. Hein. Et on a sa masse molaire 137,1. Voilà. Ça vous va? Ou alors, c'est l'éthanol. Donc j'écris nombre de moles d'éthanol. Vous voyez, c'est bon? On cherche X max. Hein. Soit c'est l'acide, soit c'est l'éthanol. Bon. Masse sur masse molaire. L'éthanol, on l'a, 46, la masse molaire. A-t-on la masse d'éthanol? Réponse immédiate, non. On a un volume. Ah, c'est pas très grave. Vous remplacez M par ρV. J'espère que j'apprends rien à personne. Fais gaffe sur les copies de bac, beaucoup d'élèves n'arrivent toujours pas à faire ça. Une masse, c'est ρ fois V si on a un volume. Or, le ρ de l'éthanol, on l'a. Et le volume, il est écrit dans l'énoncé, on a mis 17,5 ml. Donc on a tout ce qu'il faut. Faites gaffe, hein, grammes par centimètre cube. Ah oui, mais centimètre cube, c'est millilitres, c'est pareil. Ah bah c'est bon. On a des millilitres, donc il n'y a pas de conversion. Ok, il y en a, je sais pas pourquoi ils se mettent par mètre cube, là, non. Donc, nombre de moles d'éthanol, ρ 0,119, volume 17,5, masse molaire 46, et voilà. Ça vous va? Des grammes par millilitre fois des millilitres, c'est bon, hein, ça fait des grammes. Je vous mets les valeurs que j'ai trouvées. Alors, HA, il est où HA? 9,48. 10 moins 3. Ah, c'est 0,30, c'est ça. Bien, dans les quantités introduites, l'éthanol 0,3, l'acide 9,48, 10 moins 3. C'est qui le limitant? L'acide ou l'éthanol? Bien sûr, l'acide. C'est lui limitant, c'est lui le plus petit, il va disparaître, entre guillemets. Lui, il est en excès, ça va? Bien. Du coup, X max, c'est ce que je viens d'encadrer. Ça vous va? Ah oui, hein, X max, c'est ce que je viens d'encadrer. Bilan, le rendement. Eh bien, le rendement, c'est ce qu'on a obtenu vraiment, c'est-à-dire ça, 4, 9, 10, moins 3, sur ce qu'on aurait dû obtenir en total. J'ai mis la quantité expérimentale hein, en mol, X max. Si c'était total, on irait jusqu'à X max. Vous voyez, on ne l'atteint pas. Hein. On n'atteint pas. On fait les calculs, on trouve ça. Vous avez intérêt à refaire ça chez vous, hein. C'est absolument un savoir-faire. 51% de rendement, c'est faible. Hein. Donc on a fait une synthèse très moyenne, 50% de rendement. Donc il y a quasiment 50% de perte. Okay,
nonobstant le chauffage à reflux et les précautions de montage. 50% de rendement. Ça va? Facile? Bien. C'est bon? Nouveau chapitre. Ce chapitre aborde les conversions numériques. Or, vous nagez dedans depuis votre naissance. Exemple, MP3, fichiers divers et variés, images, photos, selfies, bref, tout ça, vous faites ça toute la journée. Vous avez vu, il y a une philosophe qui a sorti un bouquin sur les selfies, génial. Je ne peux pas détailler ici, mais c'est intéressant. Alors, un exemple concret de conversion numérique, vous en faites tous les jours, hein. Vous enregistrez à votre iPhone, voilà, vous captez un son, quelqu'un qui parle, voilà. Vous êtes en train de faire une conversion numérique. C'est-à-dire que votre info, c'est le son, d'accord? Vous allez le transformer, vous allez le coder, et votre téléphone va pouvoir l'interpréter, ça va? Vous allez atterrir à ce que vous appelez, vous, le fichier MP3, une compression, quoi. Donc c'est ça qu'on va essayer d'aborder dans le chapitre, comment ça se passe, comment à partir d'un signal analogique, on peut capter ce son et l'enregistrer, d'accord? Vous y êtes ou pas? Donc c'est ce qu'on fait ce matin, hein. Micro, réflexe, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ma voix est enregistrée, c'est codé dans une carte mémoire, on numérise, donc c'est ce qu'on va essayer d'aborder ici. Alors c'est considérable, hein, comme domaine, donc on va restreindre énormément, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai mis l'information, le son, l'image, ce que vous voulez. Vous allez encoder. Alors il peut se passer une chaîne, là, ça peut être par les airs, vous savez, en Wi-Fi par exemple, ça peut être par câble. D'accord? Donc il y a un moyen de transmission. Vous allez décoder dans l'appareil et l'information va être décodée. Alors décoder, ça veut dire pour vous, on pourra brancher le casque pour écouter le son. On pourra allumer l'écran, vous allez voir l'image obtenue. Vous faites ça en permanence, un transfert de fichiers, on envoie une photo, on met en ligne. Donc c'est cette chaîne-là qu'on va étudier. Ça va? C'est très schématique, hein. Bien. Grand 2. Ah, plus vite, on ne peut pas, là. Hein. Numérisation. Je prends appui sur votre première illustration, vous l'avez, en page 1 là. Vous avez un petit signal sinusoïdal, vous voyez, c'est le premier dessin, ça va? Je vais en parler, je ne vais pas l'afficher à l'écran en même temps, hein, mais je vais en parler. Vous y êtes? Vous y êtes?
Bien, j'ai mis capteur, convertissent la valeur du grandeur physique, quelle compression, etc. C'est ce qui se passe dans le micro. Hein. La membrane va capter les vibrations de l'air, le son. D'accord? Bien. Donc ça peut être la pression, par exemple. Ça peut être la température, un thermomètre numérique. Vous savez, les applications d'iPhone, là, la sonde. Bon. En un signal électrique. Donc de toute façon, c'est converti en signal électrique. J'ai marqué tension courant, hein, ça dépend. Hein. Donc par exemple là, le micro qui est au bureau, là, vous voyez, il y a un fil. Qu'est-ce qui passe dans le fil? Ben, le son, non. Dans le fil, il circule un courant électrique. D'accord? Donc il y a déjà une conversion. OK? Et ça reste analogique. Alors, si on veut représenter un signal analogique, c'est le premier que vous avez sur votre illustration. En haut, j'ai mis quoi? Un signal analogique. Alors, je peux le refaire vite fait à l'écran. Vous captez un son, par exemple, une voix. Bon, c'est plus complexe que ça, évidemment. D'accord? Votre signal analogique, c'est ça. Il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que ça varie continuellement en fonction du temps. Vous y êtes ou pas? Ça varie continuellement en fonction du temps. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de saccade. On dit que c'est analogique. Ça va? Ça varie continuellement. Si jamais j'en ai besoin pour mettre dans un fichier le son, là, donc il passe par le fil, d'accord, il passe par le fil. Après, il est converti là-dedans, puis ça va sur la carte mémoire. Donc c'est converti tout ça. C'est converti en quoi? Ben, en langage binaire. Alors vous l'avez sur l'illustration en dessous. Alors je ne vais pas faire exactement la même chose, mais... Vous voyez, c'est converti comme ça, par exemple. Et on vous a mis en dessous des nombres. Bon, je fais rapide. Hein. C'est pas exactement votre illustration. Vous avez ça. Mais vous connaissez tous ça de toute façon. C'est du langage quoi, ça? C'est binaire. Il y a très longtemps qu'on sait faire ça quand même. Hein. On va convertir ça en langage binaire. Alors faites gaffe, résumons. Signal analogique, ça varie continuellement. Il n'y a pas d'interruption. Une tension, par exemple. Ceci est une tension, par exemple. Et vous convertissez ça en une alternance de signal, rien, signal, rien. C'est ce qu'on appelle les 0 ou 1. Tout le monde connaît ça. On a parlé dans beaucoup de films, Matrix, tout ça. Vous avez une conversion du signal. Donc, ça va simplement s'analyser en une suite de 0 ou de 1. Ça va? Langage binaire. Quand on est en haut, là, il y a une tension, par exemple. Quand on est en bas, il y a 0 volts. Une tension, 0 volts. Et suivant la longueur, ben, on va pouvoir capter ce qu'on veut comme signal. Ça va? Je suppose que vous savez que vos fichiers là, MP3 ou autre, ce n'est que ça. Des successions, des 0 et des 1, ce n'est que ça. D'accord? Bien. J'ai marqué à côté. Écrivez bien. Hein. J'ai remis l'histoire du continuement. En revanche, un numérique. Des fois, vous avez besoin d'un tout petit peu de vocabulaire sain, des fois pour exprimer. Il y a des fois des réponses à faire avec des phrases qui ne sont pas faciles à formuler. Donc c'est bien d'assimiler quelques mots comme ça, habituels, continuellement. Parce que si on vous dit qu'est-ce qu'un signal analogique, vous allez dire ouais, ça varie, on ne sait pas trop exprimer parfois. Pareil pour le numérique, hein, c'est discontinu, ça fait des paliers. On dit que c'est discret. Un signal discret, il est discontinu. D'accord ? On pense aux horloges numériques, à votre réveil le matin qui sonne, là, avec les digits en vert ou en rouge, là, voilà. Ça, c'est un signal discret. D'accord? Bien. La suite. Manon, ça roule? Ok. Bon, ça va se corser rapidement, je vous rassure. Hein. Parce que là,
Deuxièmement, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'un fichier numérique? Vous le savez sûrement. Alors, bon. Il y a tous les mots qui viennent avec, là, digital par exemple, tous ces mots-là sont liés. Hein. À l'époque, quand on a sorti le CD, c'était la révolution, un son digital, c'était la pub. Hein. Binary digit, voilà. Les conversions, alors tout le monde connaît les conversions aujourd'hui, les cartes graphiques, alors 32 bits, 64 bits, le logiciel d'exploitation Windows, et ça on va beaucoup en parler, parce que ça concerne la puissance de conversion. Tout le monde connaît ça. Est-ce que vous y êtes? Je fais un exemple. Je rajoute ça. On a toujours deux niveaux. Ça va nous amener à parler un peu des suites, là, comme en maths, des suites géométriques. Bon. J'écris comme ça. Il y a toujours deux niveaux de tension. Une basse, qui sera codée en 0. Il y a beaucoup d'expérience sur le sujet, mais on est pressé. Hein. Il y a deux niveaux, 0 ou 1. Il faut comprendre que ce sont des tensions dans un circuit. Ça, hein. Les 0 ou les 1 sont des tensions. Alternativement, ça fera 0 ou 1. D'accord? C'est le fameux langage binaire dont vous connaissez tout ça. Alors, j'écris comme ça. Faut que je parle de ça avant d'arrêter. Chaque bit qu'on va prendre, c'est 0 ou 1. Vous êtes d'accord? J'ai mis peut prendre les valeurs 0 ou 1. Ok, bien. Si on en a n, c'est comme les suites. J'espère que je vous apprends rien.